Bonjour à tous. Donc je suis pas un jeune entrepreneur, je suis juste un chercheur de l'IFREMER. Donc là, le projet dont je vais vous parler est le projet Tennessee Fight, donc qui avait pour ambition de lutter contre des infections bactériennes qui sont aujourd'hui vraiment très préjudiciables à la pisciculture du Platax, qui est la principale pisciculture de Polynésie française. Et donc je vais vous présenter quelques résultats, je ne peux pas tout présenter. Donc c'est un projet qui a débuté en 2019 et qui s'est achevé donc l'année dernière. Donc la problématique générale était de bien connaître son ennemi. Lutte contre cette bactériose, il fallait vraiment préciser quels étaient les agents infectieux mis en cause. Donc on a collecté des données à finalité épidémiologique et moléculaire qui nous ont permis finalement de préciser l'agent responsable des mortalités du Platax lors d'une phase bien particulière de l'élevage, la phase de pré-grossissement en cage lagonaire, on verra ça tout à l'heure. Donc voir quelle était sa prévalence, sa diversité et la structure des populations. Donc ces travaux, in fine, c'était l'objectif finalement de l'appel à projet, était de pouvoir permettre finalement d'avoir une application directe, donc de déboucher sur des moyens de lutte permettant de lutter contre cette maladie. Et notamment, une des options était le développement d'une approche vaccinale. Donc il y avait 5 tâches dans ce projet. Donc le premier, c'était déjà de pouvoir former les responsables de ferme à la réalisation de prélèvements d'intérêt bactériologique. La deuxième était de faire un suivi des performances d'élevage, mais également des paramètres environnementaux sur ferme qui souvent ne sont pas... les privés n'ont pas tous les moyens dont qu'ils peuvent espérer, mais grâce à ce projet, on a pu donc se doter en certaines sondes, notamment pour mesurer l'oxygène, ou des sondes multiparamétriques pour vraiment suivre les caractéristiques physico-chimiques de l'eau d'élevage. Donc en tâche 3, on a fait un certain nombre d'améliorations sur des techniques de diagnostic. En 4, l'élaboration de scénarios épidémiologiques. Et en 5, donc une valorisation des travaux et une diffusion des résultats. On y reviendra tout à l'heure. Donc là, juste en contexte, donc le Platax orbicularis ou Parapewe ou Batfish en anglais, donc c'est la principale filière piscicole de Polynésie française. Donc on va dire toute la zootechnie est maîtrisée depuis maintenant pas mal d'années, puisque c'est depuis 2007, grâce aux travaux de l'ADRM et de l'IFREMER. On a une écloserie Vaillard qui s'est construite donc en 2010 et qui a été dimensionnée pour produire environ 200 000 alevins par an. Soit une production supérieure à ce que j'ai indiqué là, à 80 tonnes, c'est plutôt du 120 tonnes. Mais comme on peut voir aujourd'hui avec l'évolution de la production en Platax, en Polynésie française, on voit que depuis cette année 2010, la production a augmenté, mais jusqu'à un optimum de 24 tonnes. On avait à cette époque-là 3 fermes piscicoles présentes, mais depuis on a une baisse régulière. Et plus qu'une seule ferme, donc Tahiti Fish Aquaculture, qui donc produit ce Platax. Donc ce que l'on voit en fait, c'est finalement, ok, on avait la maîtrise de la zootechnie, mais on avait un gros problème sanitaire. Et là, on a une illustration, donc c'est cette fameuse maladie, donc la ténacibaculose. Là, on voit des Platax qui sont à peu près âgés de 2 mois. Et on voit qu'ils ont des taches blanches, c'est vraiment le symptôme de la maladie. Donc... Et c'est à une phase très particulière de l'élevage, c'est lorsque les poissons qui ont été jusque-là élevés en conditions biosécurisées, donc avec de l'eau traitée aux UV, sont transférés en cage lagonaire. Donc ce sont des mortalités en fait, qui sont très subites, qui durent généralement 1 mois à 2 mois. Et en fait, les animaux plus tard, qui ont réchappé finalement à l'infection, sont résistants. Ils peuvent être porteurs du pathogène, mais ils sont résistants à l'infection. Donc on avait quelques questions auxquelles on voulait répondre, j'en ai mis que quelques-unes. C'était tout d'abord de savoir si la bactérie qu'on avait initialement identifiée, est-ce que c'était la seule qui était associée à ces épisodes de mortalité? Pouvait-il y avoir d'autres bactéries mises en cause? Est-ce qu'il existait aussi au niveau de cette bactérie Tenacibaculum maritimum plusieurs populations et notamment des sérotypes différents? Les sérotypes en bactériologie, c'est vraiment très très important, puisque ça peut déterminer finalement la virulence des souches.
Au sein de ces sérotypes, est-ce qu'il y avait des sérotypes qui étaient plus ou moins associés à des épisodes de mortalité de forte ampleur ou de faible ampleur? Et pour le côté appliqué, pouvait-on immunostimuler le platax pour le rendre plus résistant aux infections? Donc le partenariat, c'était un partenariat public-privé, bien évidemment. Donc on avait l'IFREMER, la Direction des ressources marines, l'INRA en métropole, avec un groupe qui est vraiment spécialisé dans l'étude des bactéries du genre Tenacibaculum, spécialisé plus généralement dans le groupe des flavobactéries auquel appartient cette bactérie. Et on avait au niveau des privés, donc la coopérative des aquaculteurs de Polynésie française, donc Benoît Le Maréchal qui devait être présent ici s'excuse, mais il n'a pas pu se libérer. Et bien évidemment, on a construit la présentation ensemble. Et donc au sein de la CAPF, on avait deux fermiers. Donc on avait la ferme de Tahiti Fish Aquaculture, donc qui est basée à Vairao, et on avait aussi la ferme de Maranono, donc sur l'atoll de Taha. Et en métropole, on s'est adossé aussi à 2 laboratoires privés, donc LaboPharm, qui nous a vraiment beaucoup aidé sur les conditions de culture, de mise en culture des bactéries, et un autre laboratoire en Bretagne, Biochêne Vert, avec lequel on a pu développer des outils de diagnostic très très rapides par spectro de masse pour identifier les bactéries. Donc que quelques résultats pour démarrer, pour les faits marquants, c'est déjà la réalisation d'une campagne d'échantillonnage qui s'est faite sur la ferme de Maranono à Tahiti et à Taha et TFA, mais également à l'écloserie Vaia, où on voit en fait que cette campagne était de grande ampleur, puisqu'on a pu prélever jusqu'à 160 prélèvements, principalement de platax, mais il y avait également des prélèvements d'eau, il y avait aussi des frottis qu'on a pu faire sur les structures d'élevage. Et donc, qui nous ont permis, ces prélèvements, déjà de faire des premières études sans a priori, dites de métabarcoding, donc en extrayant l'ADN. On a pu, par séquençage, en ciblant un gène vraiment d'intérêt qui nous permette d'établir la taxonomie des bactéries, on a pu établir donc quels étaient les grands genres bactériens qui étaient associés au platax. Là, on parle de flore microbienne tégumentaire au niveau de la peau. Et là, on a juste en fait des illustrations sur ces deux graphiques, finalement des genres bactériens qui apparaissent au cours de l'élevage, donc avec des prélèvements qui étaient faits tous les 3 jours. Donc on voit qu'en zone biosécurisée, c'est ici, en fait, on n'a pas un genre bactérien qui est le genre Tenacibaculum ici en jaune, et c'est lorsque l'on bascule finalement les poissons en eau, en lagon, donc dans des systèmes qui sont pas, je dirais, qui sont pas contrôlés, on a une flore bactérienne qui est complètement bouleversée. C'est ce qu'on appelle une dysbiose. Donc on est vraiment sur une maladie d'origine bactérienne qui est essentiellement liée à Tenacibaculum, qui va complètement bouleverser la flore microbienne. Bon, on a des exemples en humaine aussi de pathologies qui sont liées à l'importance de cette flore bactérienne, la maladie de Crohn en particulier. Donc voilà, donc on pouvait dire à partir de ces méthodes, donc sans a priori, sur les 2 fermes, en haut c'était Taha et en bas sur Tahiti, que Tenacibaculum seul était à l'origine des mortalités. Donc l'autre chose que l'on a mise en évidence une fois que Tenacibaculum, on avait le bon agent, enfin on savait contre qui lutter, c'était de pouvoir mettre en évidence finalement l'existence éventuelle de plusieurs sérotypes au sein de cette souche. Alors les sérotypes, ce sont des molécules qui sont représentées ici, c'est des molécules de surface, c'est un petit peu par analogie, si vous en avez entendu parler, et toute chose étant égale par ailleurs, un peu la protéine spike du virus Covid, qui est finalement l'antigène qui a été la cible du vaccin. Là ici, ce sont des lipopolysaccharides de surface, et on a pu avec la thèse de Pierre Lopez, développer toute une approche qui permettait de caractériser les sérotypes. Donc on sait actuellement, et les travaux ont bien été réalisés ici, on a des outils de diagnostic qui permettent aujourd'hui de détecter tous les sérotypes au sein de Tenacibaculum maritimum, qui est donc un agent à large répartition mondiale. Et on sait qu'en Polynésie française, on a 3 sérotypes, 3 des 4 sérotypes qui sont
qui sont connus. Alors, en regardant les poissons de Taha et de Tahiti, on a pu voir que au niveau individuel, les poissons étaient souvent co-infectés par plusieurs sérotypes. Par exemple, sur le suivi à Taha, on a pu voir que 60% des poissons qui ont été échantillonnés étaient co-infectés par le sérotype O1 et O2, c'est le nom des sérotypes, alors que sur Tahiti, on avait les sérotypes O2 et O3 pour, oui, voilà, 78% et 60%. Donc il n'y a pas de sérotype qui soit plus ou moins virulent. Ils semblent tous, à la vue de ces résultats, être associés à des épisodes de mortalité de forte ampleur. Là, sur les 2 suivis qu'on avait fait, on était à plus de 50% de mortalité sur les platax qui étaient suivis. Et on a fait par infection expérimentale, on a aussi montré sur quelques représentants, quelques souches de chacun de ces sérotypes, on a pu montrer qu'effectivement les 3 étaient fortement virulentes, avec des mortalités cumulées 5 jours post-infection, donc en conditions contrôlées, qui étaient de plus de 50%. Donc en perspective, pour finir un petit peu, donc on a pu, dans le cadre de ce projet, faire des premières études de vaccination, une fois qu'on connaissait finalement l'agent qui était responsable de ces mortalités. On a développé une approche de type vaccinal, donc en stimulant finalement le système immunitaire des animaux et en utilisant les bactéries qui sont associées finalement à la virulence. Donc on a fait un mix des 3 sérotypes découverts en Polynésie française et on a pu, dans les premiers essais qui ont été réalisés dans le cadre d'une thèse vétérinaire, celle de Johan Berg, on a pu montrer qu'on avait des niveaux significatifs de protection, donc des survies améliorées lorsqu'on balnéait. C'est simplement une balnéation, hein, ce n'est pas une vaccination par injection, qu'on avait une protection. Donc aujourd'hui, on essaye de valider ces résultats, on essaye on va dire, d'améliorer le protocole vaccinal. Quand est-ce qu'il faut vacciner, à quel stade précoce, plutôt tardif, est-ce qu'il faut faire des rappels, pas des rappels. Et donc on est en train de développer, dans le cadre d'un stage de Master 2 de Clara Lagarrigue, un test ELISA qui nous permettra de doser, de quantifier les immunoglobulines, les anticorps de Platax anti-Tenacibaculum maritimum. Et donc évidemment les prochaines étapes, c'est de valider tout ça en conditions expérimentales et le plus rapidement possible de pouvoir faire un test pilote à l'échelle de production. Donc ce serait à l'écloserie Vaillat pour bien évidemment améliorer ses survies, l'incidence de cette maladie et faire que la production puisse enfin décoller parce que tout le potentiel est là. Les fermiers sont motivés, la zootechnie est maîtrisée. Mais il y a ce problème de pathologie et juste à une phase bien particulière du platax, lorsque le platax est naïf, peut-être trop bien chouchouté, on va dire en conditions biosécurisées à terre, et bien lorsqu'il est transféré en milieu ouvert où la bactérie est naturellement présente, c'est là qu'il est un peu démuni. Donc si on peut, c'est l'approche qui est développée ici, si on peut améliorer son système immunitaire, le rendre plus résistant lors de cette phase, on aura un décollage immédiat de la production. Voilà, je termine là-dessus. Je voulais te demander, est-ce que vous avez fait des essais en fait à différents âges de transfert, c'est-à-dire des individus assez jeunes ou naïfs, comme tu disais, versus des individus âgés? Est-ce que vous avez les mêmes résultats? Oui, tout à fait. Donc, généralement, quand les poissons sont transférés en milieu lagonaire, ils ont autour de 2 mois d'âge, donc ils font 10 grammes. En gros, c'est la norme. Et c'est vrai qu'au tout début, on a commencé à faire des tests sur l'âge des poissons. Donc, c'était des lots, des bandes de platax qui avaient été produites à différents temps. Donc, ce qui nous a permis de tester simultanément, par exemple, des poissons de 10 grammes versus des poissons de 20 grammes en infection expérimentale. Et effectivement, plus tu montes en poids, donc en âge, et plus les poissons sont réfractaires à l'infection expérimentale telle qu'on est capable de la reproduire en conditions contrôlées en bac. Oui, donc clairement,
C'est pour ça que je dis, c'est vraiment cette période-là qui est délicate pour le poisson, mais qui dure 1 mois à 2 mois. C'est les premiers mois, finalement, lorsque le poisson est transféré en lagon. Mon nom est Mamadou Hutapou, je suis agent de la direction des ressources marines et en charge du secteur aquacole à la direction des ressources marines. C'était juste pour compléter la réponse de Denis. En fait, la question elle est pertinente dans le sens où s'il y a 10 grammes, ça ne passe pas. Peut-être qu'à 20 grammes, 30 grammes, voire plus, ça peut passer. Effectivement, cette question, elle s'est posée dès le départ. Et on a montré qu'à 50 grammes, quand on faisait en biosécurisé, ça passait très bien. Mais au niveau économique, produire des animaux de 50 grammes en écloserie, c'était pas viable pour la filière. Donc il fallait trouver une solution. Et pendant des années, on a travaillé avec l'équipe d'Ifremer sur cette problématique de manière à répondre à la question de comment lutter contre la ténacibaculose. Malheureusement, Denis ne l'a pas, a commencé à le préciser au début de sa présentation. Il y avait 3 fermes au départ. Aujourd'hui, il n'en reste plus qu'une. Et pourquoi il n'en reste plus qu'une? Parce que c'était la seule qui pouvait supporter le délai de réponse de la recherche, contrairement aux 2 autres. Donc, une alternative a été apportée depuis quelques années à cette problématique de la ténacibaculose, qui est de produire certes plus gros, parce qu'on sait que plus gros, ça permet à l'alevin de supporter l'infection, mais de ne pas le faire dans des conditions conventionnelles d'écloserie, mais de le faire dans des conditions plus low-tech, low-cost. Voilà, si je peux parler ainsi. Et donc, on produit aujourd'hui des animaux à l'écloserie dans des bassins terres jusqu'à 60 grammes, mais qui permet aujourd'hui qu'à la ferme de Veirao d'avoir des animaux résistants, pour permettre à la ferme de survivre, entre guillemets. Mais ça permet aussi donc, aux équipes de chercheurs de continuer à essayer de trouver une solution à tout ça. Donc voilà, il a fallu trouver un mixte de fonctionnement pour que le secteur privé ne périclite pas, en sachant pertinemment que, comme l'a précisé Denis, que c'est vraiment une espèce qui a un fort potentiel. Parce que c'est que cette petite phase, entre guillemets, bon, je le parle ainsi parce que je suis né avec ce poisson, moi, hein, donc professionnellement parlant. Et voilà, donc c'était juste pour compléter un peu la réponse par rapport à ta question, Nabila. Oui, Yarana, Charles Daxbuck de Nature Conservancy. Je voulais juste demander, est-ce que cette bactérium est spécifique pour le Platex ou est-ce qu'on trouve ça dans les autres poissons d'élevage en aquaculture? J'ai pas eu le temps de présenter tout ça. Non, c'est vraiment une maladie, la ténacibaculose, qui est vraiment une maladie dite émergente. Et celle, la Ténacibaculum maritimum, bactérie qui est présente naturellement en Polynésie française, c'est une bactérie qui affecte un grand nombre d'espèces partout dans le monde. Quand je dis beaucoup d'espèces piscicoles, c'est notamment les saumons. Saumon en Australie, en Tasmanie, saumon en Norvège. En Norvège, on trouve du Ténacibaculum maritimum dans des eaux qui sont froides, en Norvège. Donc elle est très étonnante et elle est qualifiée d'émergente aujourd'hui. On la connaît de mieux en mieux parce que les outils de diagnostic, notamment ceux qu'on vient de développer dans le cadre de ce projet, permettent de la mettre en évidence, chose qui était plus délicate avant. Mais oui, c'est vraiment un phénomène, un problème, on va dire, mondial. Et les gens, bien évidemment, essayent de lutter. Donc il y a eu un vaccin commercial qui a été produit en Espagne en particulier, mais qu'on a testé, nous, sur le Platax, et qui n'a pas donné les résultats escomptés, parce qu'il n'est dirigé que sur un des sérotypes, sérotype O2. C'est du moins notre hypothèse. Les autres pisciculteurs ont moins on va dire, ils ne s'embêtent pas, entre guillemets, hein, c'est l'antibiothérapie qui est le plus souvent utilisée comme moyen de lutte. Bien évidemment, on va dire, dans des écosystèmes qui sont coralliens, où on fait de l'élevage en lagon, il est hors de question d'utiliser des antibiotiques, d'où ces recherches. Je peux poser juste une petite question après ça. Est-ce qu'il y a une saisonnalité sur les infections par rapport au temps de transfert? Eh bien, non, on n'a pas trouvé ça. On est toujours quelque chose qui serait intéressant d'un point de vue épidémio. Ce serait vraiment de savoir quels sont les réservoirs ou les vecteurs de cet agent infectieux. On l'a retrouvé, là, les fameux frottis biofouling.
on l'a retrouvée par exemple sous la coque des bateaux. Donc ça pose un problème.